Bonjour tout le monde. Donc ici on est la société des auteurs de jeux. Je suis avec Kevin Jost. Moi c'est Vi, je suis du collectif le CLET. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le collectif des auteurs et autrices bruxellois. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas encore. On a une page Facebook. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord, vu que l'idée, c'est plutôt que, on est là pour répondre à vos questions, que vous pouvez, vous poser, soit en tant qu'auteur, autrice aguerri ou si, vous arrivez seulement, dans le milieu du jeu de société. Donc on est vraiment là plutôt pour répondre à vos questions. C'est pas une conférence. Donc d'habitude, on prend un temps au Brussels Game Festival en présentiel pour se connaître, voir un peu qui y a sur Bruxelles ou parfois des auteurs qui viennent de plus loin. Ici, du coup, pour la deuxième année, on essaie quand même de faire ce petit temps en distanciel pour ne pas perdre le contact et pour éventuellement accueillir des nouveaux et des nouvelles venues. Donc je ne sais pas qui est plutôt avec nous. Je vois qu'on a 8 spectateurs. Mais donc, est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont déjà fort actives dans le milieu du jeu de société ou est-ce qu'il y a des questions Alors merci. Cléonis nous dit que c'est cool de quand même faire en distanciel. Ben, écoute, on essaie de faire ce qu'on peut. Ouais, parce qu'on va essayer de répondre à toutes les questions, hein. Enfin, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire au sein de la SAJ. Et il y a surtout que les gens ne se sentent pas bloqués. Il n'y a jamais de questions bêtes. On a tous commencé un jour. Donc, ça peut être des questions très techniques. Ça peut être des choses un peu plus transversales. En tout cas, voilà, on est là pour discuter et partager notre petite expérience d'auteur et d'autrice de jeu avec vous. Donc, n'hésitez pas. Du coup, en parlant de il n'y a pas de questions bêtes, etc. Donc je répète, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre en vocal sur le Discord. Alors Cléonis, je suppose que tu demandes, c'est Kevin, hein, donc qui est avec nous, donc Kevin Just, qui est de Strasbourg. Peut-être tu peux présenter rapidement ton collectif. Ouais, alors nous, on est un collectif tout récent qui s'appelle Le Gage, donc le groupement d'auteurs de jeux du Grand Est, qui regroupe des auteurs de Strasbourg, de Nancy et de Metz. Donc, c'est pas un collectif que strasbourgeois, on est répartis sur 3 villes. Mais malheureusement, le Covid nous a un peu coupé dans notre élan et dans la possibilité de se voir en physique. Donc, le collectif existe depuis fin 2019, donc ça va faire bientôt 2 ans que le collectif existe, mais c'est encore un tout petit collectif par rapport à d'autres qui sont au sein de la SAJ, mais voilà, on grandit doucement mais sûrement. Merci. Donc voilà. Et, Oui. et on a un groupe Facebook, si les gens veulent nous rejoindre, s'il y a des gens du Grand Est, n'hésitez pas à rejoindre le groupement d'auteurs du Grand Est. Et du coup, en parlant des collectifs, je vous propose de faire une rapide petite présentation. Donc ici, je vous partage notre site web. Donc c'est sociétédesauteurdejeux.fr. On pourra mettre le lien dans le chat. Donc ici, vous avez un onglet membres et collectifs où vous retrouvez tous les collectifs. Donc la plupart des collectifs sont situés plutôt en France. Ici, on retrouve le CLET, donc situé à Bruxelles, mais on retrouve aussi une carte interactive avec donc les collectifs que je viens de vous présenter, mais également les auteurs de jeux éventuellement près de chez vous. Donc, vous pouvez tout à fait nous contacter si vous êtes adhérent on vous mettra sur la carte si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, vous pouvez éventuellement soit rejoindre un collectif, soit contacter l'une ou l'autre personne pour travailler, par exemple, ou faire des collaborations, etc. Donc ça, c'est pour les membres. Alors peut-être qu'on pourrait dire comment est-ce qu'on devient membre. Donc vous avez toutes les informations sur le site. Donc en fait, l'adhésion est une adhésion à vie.
Donc, vous payez 15 € via PayPal et là, vous devenez membre et vous bénéficiez alors de ce qu'on fait, de nos réalisations, de support, etc. Vous pouvez aussi nous soutenir ici, soit en repayant, bah, voilà, parce que 15 € c'est quand même finalement assez peu. Donc si vous pouvez vous permettre, vous pouvez toujours refaire des dons ponctuels, que vous soyez adhérent ou non. Donc, ben, de quoi est-ce que vous bénéficiez? Alors ce qu'on fait par contre, c'est qu'on essaye, de mettre, au maximum des ressources, à disposition, de, toute, la communauté, des auteurs et des autrices et donc en accès libre, vous avez plusieurs de nos réalisations sous l'onglet ressources. Alors notre dernière réalisation, c'est le code de respect et responsabilité. Donc en fait, il y a eu une initiative de l'équivalent de la Société des auteurs de jeux en Allemagne, qui existe depuis bien plus longtemps, de constituer un code de respect. Donc en tant qu'auteur et autrice, c'est un peu faire attention, être vigilant, comprendre ce avec quoi on propose à nos joueurs et joueuses de jouer. Et donc comment essayer de créer les jeux dans le plus de respect possible vis-à-vis de tous les publics et dans un esprit d'inclusion. Donc ici, on retrouve ce code de respect. On retrouve un fichier sur le contrat d'édition, donc tout ce qu'il faut savoir sur le contrat d'édition, des clauses types, etc. Kevin, si tu veux compléter, n'hésite pas. Ouais, je voulais dire aussi que là, cette année, donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place très récemment, mais pour les adhérents et les adhérentes de la SAJ, on a aussi une hotline avec un comptable. Donc, parce qu'encore aujourd'hui, alors là, je parle du cas français hein, que je connais le mieux, mais déclarer ses royautés d'auteur au fisc, c'est compliqué. Donc, souvent, on peut être perdu, on peut avoir des questions. Bah, aujourd'hui, les adhérents de la SAJ peuvent contacter un comptable d'où le coût de la prestation est pris en charge par la SAJ pour répondre à leurs questions. Et là, ça, c'est le dernier truc, c'était dans la dernière newsletter, donc je crois que ça date il y a 10 jours. Les membres de la SAJ ont aussi 10% de réduction sur le site Spiel Material qui permet de commander des accessoires pour la création de prototypes, des pions, des plateaux, des cartes blanches, etc. Pour la hotline, effectivement, là, comme pour le moment, la majorité des adhérents et des collectifs sont français, eh bien, c'est plutôt spécialisé dans le droit français. Bien sûr, l'idée, c'est aussi éventuellement, pourquoi pas constituer un groupe de travail plus spécifiquement sur la Belgique. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous et on pourrait essayer de développer ça. Pour le moment, la technique, enfin la stratégie, c'est essayer de pousser tout ça au niveau français et puis venir avec l'exemple de ce qu'on aura fait vers la Belgique. Ce sera sans doute beaucoup plus simple. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à nous le signifier. Donc, toujours dans l'esprit de la hotline, il y a ici déclarer ses droits d'auteur. Donc, de nouveau, plutôt droit français, mais il y a des choses qui sont quand même relativement parallèles avec la Belgique. On a fait une consultation des auteurs et des autrices de jeux sur qu'est-ce que c'est qu'être auteur de jeu, combien est-ce qu'on gagne, est-ce que les personnes, c'est leur métier principal, enfin un peu tout ça. Donc là, vous pouvez retrouver ça dans la consultation. Il a été aussi élaboré un guide sur les bonnes pratiques relatives à l'édition de jeux de société par crowdfunding, par financement participatif. Donc vous trouvez aussi ce PDF sur le site. Quelque chose qui peut vous intéresser aussi, c'est le répertoire, la liste des concours de création. Donc évidemment avec le Covid, ça s'est un petit peu stoppé, quoi qu'il y a eu quand même des concours en ligne. Eh bien ici, vous en retrouvez la liste. Donc soit vous pouvez regarder un peu où vous présentez votre jeu, ou si vous-même vous organisez un concours de création, vous pouvez nous contacter afin qu'on mette la liste à jour. Alors ensuite, plus bas, là, vous avez toute une série de ressources un peu plus tout azimut.
avec des ressources sur le game design, des blogs, des publications papier, des sites de prototypage, où aller faire votre jeu de société, du matériel, et cetera. Donc hésitez pas à farfouiller un peu dans le site, il y a vraiment des choses très intéressantes. Si vous avez des questions plus précises, donc on parlait un peu tout à l'heure des peut-être bêtes questions, quoique bien sûr il n'y a pas de bêtes questions. Vous avez une série de questions ici dans la fac. Donc comment est-ce qu'on fait pour devenir auteur? Qu'est-ce qu'on fait si on a créé un jeu de société, qu'on a peur qu'on nous le vole? Enfin voilà, des questions qui sont revenues en fait relativement souvent et qu'on a on a formalisé dans la fac. Donc vous pouvez déjà éventuellement la lire et voir si vos réponses à vos questions sont dedans. Sinon, bien sûr, vous pouvez nous contacter, soit par le site web ici, vous avez un formulaire, soit l'adresse société des auteurs de jeux @gmail.com que vous retrouvez également sur le site web. Alors, je regarde un petit peu le chat. Oui, donc déjà, c'est plus simple de déclarer en Belgique, nous dit Cléonis, on a une case dédiée dans nos impôts. Alors, il y a effectivement tout ce volet-là, hein, être reconnu à ce niveau. Mais ce n'est pas la seule reconnaissance qu'on cherche, la reconnaissance juridique, législative. C'est aussi la reconnaissance culturelle des jeux de société et la place que les auteurs et autrices de jeux ont dans cette production. Donc vous voyez, en tout cas, sur la première page, là, vous avez vraiment le manifeste, donc ce qui nous a paru le plus important à défendre. Vous avez tout le manifeste, éventuellement ici même en PDF, si vous souhaitez approfondir cette question. Vous pouvez D'ailleurs, pour ceux oui. qui s'intéressent, à la fin du mois, il y a le festival de Vichy. Et le samedi après-midi, il y aura des rencontres interprofessionnelles justement autour de la thématique de si demain le jeu de société devient un objet culturel, qu'est-ce que ça changerait pour les auteurs, pour les boutiques, pour les ludothèques, etc., etc. Donc parce que, par exemple, ça pourrait notamment jouer sur la TVA qui pourrait varier. Donc voilà, enfin, il y a toute une question là-dessus qui est assez vaste et qui allez, touche toute une série d'acteurs et d'actrices du jeu de société et pas seulement les auteurs-autrices. Donc là, on a encore un dernier onglet, c'est la newsletter. Donc, si vous êtes adhérent, adhérente, vous allez la recevoir, mais vous avez aussi ici toutes les newsletters, si ça vous intéresse de les consulter. Donc là, on a fait un petit peu le tour du site. L'idée en fait donc, c'est vraiment cette première partie, c'était exposer qui on était, répondre à des questions plus générales. Donc n'hésitez pas à nous les poser. Une deuxième partie, c'était plutôt traiter du transmédia du point de vue de l'auteur et de l'autrice. Malheureusement, on avait notre président, donc Benoît Turpin, devait intervenir à ce niveau-là, mais il a eu un empêchement de dernière minute et donc il ne sera malheureusement pas là. Mais de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions parce que si on n'a pas les réponses, on les fera remonter et on essaiera de vous recontacter, bien entendu. Et éventuellement, s'il y a une question récurrente, eh bien, ça nous permet aussi de mettre à jour la foire aux questions, par exemple. Sachant, alors pour compléter, en plus du site internet, on a aussi des réseaux sociaux, hein, on est présent sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et pour quand même parler un peu du transmédia et notamment de l'adaptation numérique des jeux de société, c'est quelque chose, forcément, avec le confinement qu'on a connu, qui s'est développé à vitesse grand V. Et il y a de plus en plus de jeux qui sont adaptés sur des plateformes comme Board Game Arena, Tabletop Simulator, Game Park, et j'en oublie certainement plein d'autres. Et le chat me servira d'aide-mémoire pour retrouver toutes les plateformes de jeux qui existent. Et en fait, on est parti de la même idée que sur le financement participatif. C'est se dire, est-ce que les contrats que les éditeurs signent avec les auteurs et les autrices prennent en compte ces adaptations numériques, comment les auteurs gagnent de l'argent grâce à ces adaptations numériques. Et donc c'est Benoît qui devait venir vous en parler, qui a un peu fait un travail de fourmi,
qui a contacté beaucoup d'auteurs et d'autrices dont les jeux ont été adaptés pour savoir comment ils étaient rémunérés sur la diffusion, sur cette diffusion, sur ce type de diffusion de leurs œuvres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses vraiment très, très disparates d'une plateforme à l'autre ou d'un auteur à l'autre. Et donc, en fait, c'est pour ça que la SAJ a commencé à travailler avec l'UEJ, donc c'est l'Union des éditeurs de jeux de société, donc c'est un peu notre équivalent côté éditeur, pour essayer de mettre un peu à plat et de faire un livre blanc sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qui serait bien pour les auteurs et les autrices, qu'est-ce qui serait bien pour les éditeurs d'inclure dans un contrat sur les droits numériques d'adaptation des jeux de société. Donc ça, c'était un peu, voilà, c'est, on va dire, les infos que j'ai via le conseil d'administration et les réunions qu'on fait régulièrement. C'est voilà, le petit savoir que Benoît nous a transmis. Après, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat par rapport aux adaptations numériques. Non, pas de questions par rapport aux adaptations numériques. Mais ça peut être aussi d'autres questions. Je sais pas, je vois qu'il y a 10 personnes. Est-ce que est-ce qu'on a par exemple des personnes qui étaient pour la première fois à la protozone et qui auraient des questions ou juste en fait vous pourriez aussi nous expliquer ce que c'est d'être sur la protozone du BGF parce que justement il me semble que cette protozone était en ligne. Peut-être, je pense, Cléonis, tu y étais, je pense ou voilà, ça c'est intéressant aussi de se dire, que, tout d'un coup, la protozone, du Brussels Game Festival, c'est, totalement, dématérialisé. Et qu'est-ce que ça implique? Parce que ça implique aussi, ah voilà, Cléonis, nous dit qu'il l'organise, et elle est bien en ligne et donc ben, voilà, ça va nécessiter, bien d'autres, compétences au final, de, mettre son prototype en ligne, que de, éventuellement, utiliser, du carton, du papier, et cetera. Donc ça aussi, il y a une mutation, même si effectivement, il y a quand même déjà beaucoup, d'auteurs et d'autrices, qui utilisent, les outils, informatiques pour leurs prototypes. Mais là, ça devient quasiment un passage, obligé. Après peut-être est-ce que, Kevin, toi tu en sais plus sur la présentation, aux éditeurs qui, utiliseraient, ça? Ouais, alors, il y a même certains collectifs, je sais par exemple le CAJO, donc c'est le collectif des auteurs, alors le J, je ne sais plus, mais qui sont dans l'ouest de la France, où il y a notamment Wilfried et Marie Faure, Rémi et Nathalie Saunier, avaient même organisé des formations au sein même du collectif pour apprendre à adapter ses prototypes sur Tabletop Simulator. Mmh. Donc voilà. Après, moi, je sais que à titre personnel, les quelques rendez-vous que j'ai fait avec des éditeurs depuis Cannes 2020, donc qui était le dernier festival physique que j'ai fait, c'était plus par visioconférence et par webcam. Mmh. Et j'avais ma webcam qui montrait le matériel de jeu et je faisais la démo comme ça. Et moi, je suis pas passé sur l'adaptation numérique parce que de un, déjà, j'ai pas forcément le temps à consacrer à ça, malheureusement. Et en plus, j'ai certains de mes jeux qui ne sont pas adaptés à l'adaptation numérique. Par exemple, j'ai un de mes jeux enfants qui est de la reconnaissance tactile. Ben, la reconnaissance tactile via le numérique, c'est pas trop possible. Mmh. Mais en tout cas, on sent que dans tous les collectifs et dans les informations qui remontent, la numérisation des jeux de société, que ce soit via des adaptations numériques sur Tabletop Simulator, Tabletopia, c'est celui que j'avais oublié avant, est de plus en plus fréquent. Et après aussi, tout le développement, et ça c'est un conseil qu'on donne souvent aux jeunes auteurs, plutôt que d'envoyer une règle de votre jeu, tournez une vidéo de présentation de 4-5 minutes, mettez-la sur YouTube et diffusez cette vidéo aux éditeurs, parce que c'est beaucoup plus vivant et c'est beaucoup plus facile de prendre connaissance, parce qu'un éditeur, ben, quand il travaille toute la journée, ben, si à la fin de la journée, il lui reste 5 minutes et qu'il a le choix entre regarder une vidéo sur YouTube
élire une règle, enfin, il va regarder une vidéo sur YouTube. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Après, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de vidéaste très, très poussées, hein. Maintenant, avec un téléphone, on fait des très, très bonnes choses, hein. L'essentiel, c'est que l'éditeur puisse se rendre compte de la thématique du jeu, de la mécanique et de l'ambiance que ça crée autour de la table. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se faisait déjà avant l'épidémie de la Covid, mais qui s'est beaucoup, beaucoup plus renforcé maintenant, et notamment avec le projet de Alain Fondry de la LIF, donc qui est la Ligue des auteurs franciliens, et Yann Parovel qui ont fait un événement qui s'appelle Board Date et justement qui proposait aux auteurs d'envoyer leurs vidéos de présentation, de les regrouper sur une même chaîne YouTube, et cette chaîne YouTube a été diffusée aux éditeurs pour faciliter les prises de contact. Et donc, ils en ont fait 2 éditions. Je sais que la première édition avait généré 4 signatures de contrats, si je dis pas de bêtises. Et sur la deuxième, il y avait 2 contacts qui étaient très très avancés, mais vu qu'elle est un peu plus récente, on n'a pas encore les chiffres définitifs, quoi. Mmh. Mais c'est clair que, par exemple, moi, je fais plutôt, enfin, je fais quand même pas mal de jeux d'adresse, de placement stratégique, etc. Et donc, c'est clair que tout ce qui est plutôt le faire sur, aller sur des plateformes, ça reste relativement compliqué, comme ton jeu tactile. Et donc, c'est clair qu'à ce moment-là, la vidéo, ça ressemble déjà beaucoup plus, c'est beaucoup plus, permet beaucoup plus de choses pour des jeux très différents. Ce que je pense qu'il y a aussi intéressant d'investir dans la vidéo, c'est qu'au final, on n'a pas forcément toujours le temps, toujours l'argent à consacrer à aller rencontrer les maisons d'édition sur les festivals. Ou alors, bah, on finit son proto, je sais pas, on est en novembre, si on doit attendre le Brussels Game Festival de l'année d'après, voilà, c'est un peu plus compliqué, sachant aussi qu'il n'y a pas encore, peut-être, hein, peut-être que Cléonis pourra nous en dire plus, au niveau des rencontres avec les éditeurs. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des rencontres avec les éditeurs ou si c'était vraiment du test, surtout public. Mais donc, oui, tu me dis, si tu veux, je débarque en parler, tu es bienvenue, bien sûr, tout le monde, hein, le chat, venez sur le Discord. L'idée, c'est vraiment d'échanger nos différentes expériences. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà, Nico nous a gentiment mis le lien. Bouh. Ouais, bonjour Cléonis. Et juste pour finir rapidement, il y a aussi certains éditeurs qui maintenant se déplacent directement dans les collectifs pour tester des prototypes sur place à défaut de festivals de jeux. Alors, le Gage, comme c'est un tout petit collectif très récent, c'était pas forcément le cas. Mais par exemple, le Malte à Toulouse, le Cajo, il y a certains éditeurs en fait qui ont profité de journées professionnelles, de voir des boutiques pour se rendre directement auprès des collectifs. Et c'est pour ça que c'est important aussi, si un collectif près de chez vous, de prendre contact avec eux, parce que c'est aussi une bonne porte d'entrée si vous n'avez pas forcément les contacts auprès des professionnels du jeu. En effet. Et je te laisse la parole, Cléonis. Désolé. Non, mais moi je viens juste dire coucou déjà de base, hein, ça fait plaisir de vous revoir. Et en fait c'était compliqué parce que comme j'étais sur le live avec le 5 secondes de délai, c'est toujours je veux pas couper la parole quand je débarque Oui. Tu vois, j'étais en mode bon, attends, je vais essayer maintenant. Allez, ça a l'air d'être bon. Bah déjà, recoucou Ville, hein, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas revu en vrai quand même, hein. J'ai redit sur le clet, revenez les amis, on refait quelque chose. Bah ouais, à fond. Puis bon, j'ai vu que vous parliez de la protozone et c'est vrai que pour le coup, je fais partie de l'organisation avec Alexis, donc je peux en parler un petit peu, comme ça vous avez les infos. Mais du coup, la protozone de base, on aurait bien voulu qu'elle soit physique, que les choses soient bien claires. C'est juste que c'était très 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 compliqué à organiser, surtout avec les normes Covid, l'utilisation du même prototype, la gestion des bactéries, ce genre de choses que vous pouvez bien comprendre. Donc on a pris la décision de le faire online sur un format qui est très similaire à l'année passée, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui nous ont envoyé une demande, on les a traités, on a fait une sélection parce que cette année on a eu un grand nombre de demandes dû à mon avis aussi au fait qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à faire leurs jeux sur les plateformes numériques, donc ils étaient capables de pouvoir nous les proposer parce que ça faisait partie des demandes. C'est que comme c'était online, c'était une des contraintes, c'est que on ne pouvait pas permettre aux auteurs de présenter un prototype uniquement s'ils avaient un prototype physique. Il fallait qu'ils aient un prototype numérique.
C'était une nouvelle contrainte qu'on espère retirer l'année prochaine, évidemment. Et donc là, même là encore à l'heure actuelle, donc ils étaient là de samedi de 13 à 19 et aujourd'hui de 13 à 19, il y a des gens qui sont en train de jouer à des jeux de société et tester des prototypes. On n'a pas vraiment beaucoup d'éditeurs qui sont passés et c'est d'où l'idée qu'ils sont passés en live. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. J'ai enchaîné 2 jours de live avec eux où on était là en live avant vous, où les auteurs venaient présenter un petit peu leur jeu, ce qui permettait de montrer la partie physique et un peu quelques photos numériques s'ils avaient présenté leur jeu. Mais tu disais, enfin pour moi ça devient une norme. C'est un peu triste, hein, mais ça devient presque obligatoire. Tous mes rendez-vous avec les éditeurs maintenant, c'est en visio. Ils se sont tous habitués à utiliser les logiciels, quels qu'ils soient, ce qui est cool, hein. Et moi, ça me permet d'avoir un contact avec des éditeurs que j'aurais jamais vu. J'ai eu contact avec Helvétique, qui est en Suisse. Jamais j'aurais pu les croiser autrement que grâce à la distance et j'ai pu leur faire tester des jeux et on est en discussion pour un jeu. Donc c'est super chouette. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a des jeux où c'est plus compliqué de les transposer au numérique. J'ai un jeu d'adresse où c'est impossible, je ne saurais pas le faire. Et je dois accepter, mais je me demandais si dans le futur, ça va pas, dans les prochaines années qui vont arriver là, vu que souvent un jeu est signé et c'est 1-2 ans de travail, je me demande si dans les prochaines années qui vont arriver là, ça va pas justement être des jeux qui sont extrêmement numérisables parce que je pense que c'est les jeux qui ont été signés. Mais en fait, moi, je me posais 2 questions. La première, par rapport au BGF, c'est du coup l'an prochain, vu votre expérience maintenant que vous avez, est-ce que vous pensez faire 2 protozones, une en ligne et une physique, ou c'est beaucoup de travail, ou alors, est-ce que vous avez déjà un petit peu cogité? Ouais, on a cogité, on a fait déjà un premier débrief, on va en faire un autre dans 2 semaines, on va se laisser le temps un petit peu de souffler. Mais l'objectif, attention à ce que je dis, hein, tout est sujet à changer, attention. Oui, bien sûr. Non, l'objectif c'est qu'on se rend compte que la protozone, si on en fait une, c'est en physique qu'elle est le plus efficace pour les auteurs de manière générale, parce que pour avoir discuté avec pas mal de personnes, vu que là ces derniers jours on pouvait reprendre un peu en physique, il y avait pas mal de choses qui ont été organisées. Et beaucoup de gens nous disaient qu'en fait ils passent devant la protozone et qu'ils s'installent à une table sans savoir que c'est un prototype en fait. Vu que la protozone de manière générale elle est placée assez centrale et donc en fait les gens passent par là, ils voient une table, ils voient quelqu'un avec un jeu, ils s'installent et ils jouent et ils se posent pas la question de c'est une protozone. Et puis il y a la règle des clics qui c'est en marketing. Ici il te faut 3 ou 4 clics grand minimum pour arriver dans la salle et pouvoir jouer avec quelqu'un. C'est chaque fois des personnes que tu perds. Donc notre objectif ce serait vraiment d'arriver à faire que du physique pour la proto jaune essentiellement parce que même si c'est chouette le online, là on a eu des dames qui venaient de Vancouver donc c'était super cool, on a pu partager un truc sympa avec elles. Ce sera trop compliqué de faire les deux donc l'objectif c'est de faire physique et si ça marche pas on repartira sur du online mais on va toucher du bois que ce soit en physique. Et du coup, tu parlais de freins. Et justement, moi, je travaille, et j'ai fait un mémoire sur les autrices de jeux de société. Donc, identifier un peu les freins. Pourquoi il n'y a pas tellement d'autrices de jeux de société au final. Et en fait, là, tu parles de devoir passer un passage obligé, etc. On peut aussi s'interroger sur, du coup, un nouveau frein à cette accessibilité, pas forcément pour les autrices, mais pour d'autres types de personnes qui, pour des raisons techniques, financières, de temps ou quoi, ne pourront pas vraiment investir ce type d'interaction, en fait. Complètement, c'est pas facile. Moi, j'ai essayé justement, dû au confinement, j'ai fait plusieurs vidéos où j'explique comment je mode un jeu sur Tabletopia, sur Tabletop Simulator. Sur Board Game Arena, c'est trop compliqué d'expliquer parce que j'ai même pas les compétences, vu que là, c'est des compétences de codage, donc c'est supplémentaire. Donc, c'est essentiellement Tabletopia, Table Simulator qui sont accessibles. Le mot accessible est dangereux parce qu'effectivement, il y a quand même toujours des freins. Donc j'essaie d'aider les gens et là aussi même chose encore de nouveau il y a des auteurs ils sont passés en live, un grand bravo à eux parce qu'en fait pour moi c'est devenu une habitude de parler en vidéo, d'être là face à une caméra mais c'est pas du tout le cas pour tout le monde, c'était pas obligatoire, attention, c'était une invitation à ce que eux ils viennent partager un chouette moment et j'ai essayé de les mettre à l'aise mais du coup c'est vrai que moi je me suis dit on a fait des réflexions oui il faut faire attention à ça, on essaie de les accompagner, on les a briefés, on leur avait fait un questionnaire donc ils avaient des questions, ils savaient ce que j'avais posé comme question, on leur avait demandé de préparer un petit dossier comme ça, vraiment pour les accompagner un maximum et pouvoir mettre en avant leur jeu et non pas le problème de compétences de se sentir à l'aise de parler en public ou le problème de compétences numériques parce que j'ai pas réussi à faire un beau jeu. On s'en fout, on est dans une protozone là, on n'était pas dans un jeu qui est édité, au contraire, qui cherche plutôt des informations et qui cherche à se faire éditer.
Donc on les accompagne comme on peut, et puis moi je suis toujours dispo pour donner quelques conseils. Voilà, ça c'est chouette parce que je pense que ça pousse, l'aspect, communautaire, l'entraide et cetera. On peut aussi parler, enfin je revenais avec le financier et cetera. Ben, là on voit, enfin moi je vois que tu as une belle étagère de jeux, tu as un micro, Ouais. derrière moi, ben, en fait moi aussi j'ai une pièce dédiée aux jeux et cetera. Mais donc ça veut dire qu'on a investi en fait, des endroits de notre maison, donc on les dédie, en partie ou en entier, à ce genre d'activité. Donc ça demande un engagement au final, relativement, fort, un impact, fort sur nous. Et donc bah, voilà, ça aussi, je trouve ça c'est questionnant. Et si on veut, bah, là je reviens un peu sur l'actualité, de la SAGE avec le code de respect et cetera. Bah, c'est aussi comment est-ce qu'on reste au final dans quelque chose qui serait, inclusif, le plus inclusif possible. Ou alors fatalement, bah, dans le lien, avec, les éditeurs, bah, là il y a les éditeurs qui doivent aussi voir comment ils peuvent gérer. Ils ont aussi leurs contraintes, leurs principes de réalité, et cetera. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il y a, sans doute un enjeu, sur le jeu de société et le transmédia. C'est vraiment, et au niveau vraiment des auteurs et des autrices, c'est l'accessibilité, au final, dans tous les sens, du terme, et qu'il, je pense, faudra faire attention, bah, notamment, comme tu disais, avec, l'organisation d'une protozone en physique. Mais du coup, là, bah, on est sur des personnes qui doivent se déplacer, donc fatalement, on n'aura, jamais la solution parfaite non plus. Mais je pense que déjà se poser la question à chaque fois, comprendre, et peser les choix qu'on fait, c'est important dans ce cadre, quoi. On essaie toujours d'évoluer, et puis on évolue avec le temps. Là, comme on l'a clairement vu, la numérisation des jeux, c'est devenu un marché, hein. C'est devenu clairement un marché. Il faut dire les choses comme elles sont. Board Game Arena, c'est 5 millions de joueurs, et maintenant c'est presque normal que les jeux ils apparaissent, et la qualité s'améliore de jour en jour. Mais pourtant, c'est pas obligatoirement accessible pour tous les éditeurs non plus. Et donc, il faudra voir un peu comment ça évolue. Moi, je peux parler vraiment en pur personnel. Il y a mon jeu qui va bientôt arriver, mais on n'a pas les moyens de le faire modder sur BGA. On n'a pas. J'ai quelques compétences techniques, et encore, heureusement que je m'y connais un petit peu pour essayer de le mettre sur Tabletop Simulator pour pouvoir le présenter à des gens. Mais c'est un jeu qui se veut en physique. Et on se disait, bah ouais, en fait, est-ce qu'on perd pas un public? Parce que du coup, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à s'intéresser plus au côté numérique et qui oublient que le jeu de société, c'est physique. Bon, après, moi, je me battrai toujours pour du jeu de société physique, attention. Ça, Ouais, y a rien. et pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que là est en train d'apparaître au sein de BGA, j'ai envie de dire, une sorte de fracture numérique, parce que je travaille aussi, je fais un peu de communication dans le milieu du jeu à côté. Il y a plein de petits éditeurs qui se lancent, qui font des financements participatifs ou des jeux à petit tirage, qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de placer leurs jeux sur Board Game Arena. Et ça donne une visibilité sur les jeux quand on voit aujourd'hui le nombre de parties de Draftosaurus ou de Welcome qui sont joués tous les jours sur Board Game Arena. C'est une publicité fabuleuse, mais aujourd'hui, il y a des gens voilà, qui n'ont pas accès et c'est peut-être problématique. Par exemple, enfin voilà, je prends un exemple très concret, mais un des éditeurs avec lequel je travaille, ben, on n'a pas pu aller sur Board Game Arena parce que c'était trop coûteux. Donc, on s'est rabattu sur Game Park, qui est une plateforme un peu similaire qui vient de commencer. Mais la visibilité sera pas la même. Ça sera à nous de dire aux gens, allez jouer sur Game Park, là où sur Board Game Arena, ils seraient peut-être tombés sur le jeu au hasard, quoi. Ouais, complètement. Moi, c'est pour ça qu'en fait, pour la petite histoire, Tabletop Simulator, Tabletopia, j'ai appris par moi-même, parce qu'en fait, c'est quand même des logiciels qui sont assez accessibles, friendly. Tout est relatif, mais c'est du drag and drop, c'est du téléchargement de fichiers photos, c'est de l'import plus que vraiment du codage. Donc tout ça, j'étais en mode bon, bah, ça peut s'apprendre et ça peut se transmettre. Et moi, en fait, Board Game Arena, ne sachant pas comment est-ce qu'on fait un jeu sur Board Game Arena, ben, il y a des accès, hein. Vous allez tout en bas dans la page et vous pouvez dire je voudrais être développeur ou je voudrais contribuer. Et donc j'ai accédé à cette petite zone un peu d'ombre. Et là, j'ai découvert que c'était du vrai codage mais bien nécessaire, donc il fallait des compétences. Et là, j'ai commencé à me dire bon, ben, j'étais presque à avoir envie de me former en web design, parce que c'est des compétences de création de site internet et de codage, pour arriver à pouvoir peut-être faire parler de mon jeu sur Board Game Arena. Et en fait, c'est un vrai boulot. Et c'est pour ça que c'est normal que les gens se fassent payer pour le développement qu'ils font. C'est juste tout à fait OK, tout à fait normal.
mais j'ai pas encore la capacité. Si un jour je trouve quelqu'un qui veut bien modder le jeu, on s'arrangera. Mais oui, il y a rien à faire. Les jeux, ils évoluent. Puis en termes de statistiques, même là, on a eu l'exemple avec Bruno Catala qui a fait Insert sur Board Game Arena. Il cherchait un éditeur, donc il l'a mis en prototype sur Board Game Arena. Alors c'est pas n'importe qui, donc il peut se permettre peut-être plus facilement d'avoir une image et donc d'attirer les gens. Moi, j'ai énormément joué à son jeu. Et il disait, en fait, il a récolté énormément de stats, de commentaires, de réactions. Donc même pour du prototypage, ce serait génial si à un moment ou un autre, ça devient plus accessible. Et je pense que peut-être que ce sera pas Board Game Arena et qu'il y aura une autre plateforme qui va peut-être se développer, qui va se dire, ok, comment est-ce que je rends la création d'un jeu de société numériquement plus accessible? Et c'est cette plateforme-là qui gagnera peut-être ses lettres de noblesse. On verra dans quelques années. Mais c'est clair que quand on voit, après ça dépend fatalement du type de jeu aussi qu'on crée. Mais tu parlais des stats, bien effectivement, on peut avoir des tests en parallèle, quelque chose d'énorme comparé à on est en festival, on a une boîte, et voilà. Et donc à ce moment-là, voilà, c'est un outil qui peut être très puissant. De nouveau, tu disais quand même, je me battrais pour que ce soit toujours en physique. C'est clair qu'il y a toute une partie de l'expérience ludique qu'on ne sait plus voir, dont on n'a pas accès, parce qu'en fait, on ne voit pas si les gens rigolent, s'ils sont frustrés. Voilà, toute cette dimension-là, on en est coupé. Donc, c'est quand même assez compliqué, je trouve, en tant qu'autrice, de se dire je n'ai pas accès à ce qui se passe autour de ma table, en fait, finalement. Mais à côté de ça, on a un autre outil. Donc au final, on pourrait peut-être se dire que est-ce que l'avenir du test, ce serait pas une combinaison des deux en fait, vraiment du test physique et sur d'autres choses, vraiment se dire là, je vais essayer de mettre, si j'en suis capable, si j'ai le temps, etc., sur des plateformes pour récolter d'autres types de données, quoi. Complètement, moi je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, la plupart de mes tests des jeux sur lesquels je bosse, je les mets d'abord sur Tabletop Simulator pour moi tester les premières itérations, parce que ça me permet très facilement de faire une modification de fichier et les premiers équilibrages. Le premier test et le premier prototype, il va aller se faire plutôt numériquement parce que je gagne du temps, que de devoir à chaque fois réimprimer tout, recorriger un petit peu tout. Et ensuite, j'essaye de l'amener le plus vite en physique. Là, j'ai un autre jeu sur lequel j'ai travaillé durant les vacances. Et on a vraiment ressenti le problème, c'est qu'on l'a fait beaucoup en numérique parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on a fait énormément de tests en numérique et franchement, le jeu, on n'avait pas décelé particulièrement un problème. Il était équilibré, mécaniquement ça tournait, etc. Et bon, à un moment, on arrive à avoir des designs qui sont un peu corrects, donc on se décide à l'imprimer et à enfin pouvoir rencontrer des gens pour y jouer. Et là, ça n'a pas du tout donné la même chose. Et il y a eu des vrais bugs, on voyait les gens et ça marchait pas, quoi. Il y avait quelque chose et c'était fou de se dire, numériquement, ça matchait, mais en physique, ça matchait pas du tout. Et là, on a fait un gros boulot dessus. On n'avait plus beaucoup de temps parce qu'il nous fallait qu'on rende les fichiers, fallait qu'on avance. Mais donc on a réussi à récolter des gens et leur dire venez jouer parce qu'en fait en physique c'est hyper important comme tu le dis de observer. Moi j'adore voir les gens jouer à mes prototypes. Je me mets un peu derrière mon petit calepin. Alors ok, donc il a pris telle décision, ils ont l'air de s'amuser, poser des questions après. Enfin l'interaction sociale, jeu de société. Hein, enfin je veux dire le nom dit tout. C'est pour être partagé. Même si le numérique comme tu le dis amène beaucoup de stats et de calculs et de mécaniques à pouvoir essayer. Je pense que le physique, c'est très important et à ne pas oublier. Je pense que nous, on s'est fait un peu avoir à se dire, oh, numériquement, ça fonctionne, donc tout va bien. Eh ben, on a eu la mauvaise et bonne surprise, heureusement, c'est de se rendre compte que non, en physique, ça n'allait pas, alors qu'en numérique, ça fonctionnait nickel. Et là, on s'est dit, il faut pas se faire avoir et il faut utiliser les deux. Et je rappelle juste, je vois qu'il y a quelques personnes qui nous suivent dans le stream, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour poser des questions ou pour partager, comme Cléonis, votre expérience. Mais donc moi à un moment donné j'avais fait une très rapide, hein, c'était très léger, une comparaison donc entre Star Realms, jeu sur table, donc un deck building, et Star Realms dans l'app. Donc là on sort un peu des plateformes où on fait ça soi-même. En fait la différence qui va être assez forte, c'est au niveau de la règle. Donc je n'ai pas utilisé beaucoup Tabletop Simulator, etc. Mais il me semble qu'à un moment donné on peut faire des trucs qui ne sont pas permis. Donc je peux me tromper, je peux mettre le pion à un endroit où il n'est pas censé être, etc. Par contre,
dans tout ce qui est application. Donc là, généralement, c'est clair que c'est après l'édition, mais je trouve que c'est aussi quelque chose d'important en tant qu'auteur et autrice de se dire, OK, qu'est-ce que mon jeu va donner en fait quand il va être éventuellement porté à ce niveau-là, c'est que le rapport à la règle n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que mon pion, je ne pourrais pas le mettre n'importe où. Il va aussi avoir des choses qui vont apparaître pour aider les joueurs et les joueuses à reconnaître ce qu'ils doivent faire. Il n'y a plus de mise en place. Donc ça, c'est une partie de la règle qu'il ne faut pas apprendre. Tout ça, donc ça, je trouve que c'est assez important en ces temps-ci de réfléchir à ça et de se dire, OK, je ne sais pas encore. Bah là, l'éditeur est aussi là hein, pour accompagner là-dedans. Mais au préalable, je pense que ça peut aussi être quelque chose d'intéressant de se poser ce genre de questions, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se joue en fait. Au niveau de l'expérience de jeu et aussi cognitivement, quelles compétences vont être mobilisées qui ne seront pas forcément les mêmes sur la table ou sur la tablette, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi intéressant à prendre en compte. Oui, complètement. Moi, je connais bien le jeu dont tu parles, vu que je suis fan de deck building, il est derrière moi, Star Realms, et j'y ai joué beaucoup sur l'app, et même chose sur Board Game Arena, je découvre des jeux sur Board Game Arena, et comme c'est un côté automatisant, vu que tout est automatisé, bon, il y a des avantages, hein, effectivement, comme tu parles de la mise en place, quand tu veux jouer à un gros jeu, tu fais un clic, il y a tout qui est installé sur la table, même si moi j'aime bien chipoter avec les petits cubes et les placer, bah, moi, ça c'est mon style, c'est parce que j'aime bien, je peux comprendre que tu fais un clic, il y a tout qui est propre, qui est bien placé, c'est quand même vachement cool, et moi ça m'a permis de découvrir des règles de jeu, hein, parce que en tant que joueur, normalement, la plupart du temps, enfin, tu lis les règles d'un jeu, normalement, tu vas pas directement voir une vidéo, moi je lis les règles du jeu, puis j'essaye d'y jouer, donc parfois tu as lu les règles, tu as eu une compréhension certaine, et donc bah, tu peux faire ta propre erreur, parce que tu as mal interprété la règle, à l'inverse de ces sites-là ou de ces applications, où bah, là, normalement, ils ont préparé et programmé pour que ce soit la bonne règle, et moi, ça m'est déjà retrouvé dans une situation où je joue à un jeu, puis je fais, mais pourquoi il veut pas que je mette mon pion là? Ah ben en fait je découvre que la règle que je fais depuis 5 ans peut-être sur le jeu, elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout. Après c'est cool, enfin moi ça m'a permis d'apprendre certaines règles de jeux de société ou de mieux comprendre. Mais effectivement au niveau cognitif c'est pas du tout la même chose qui est développée. D'ouvrir les règles d'un jeu, devoir les lire, toutes ces compétences là que tu développes le sont pas quand tu arrives sur Board Game Arena. Bah, c'est fait pour. On t'accompagne, hein. Ce qui peut être bien aussi pour t'initier aux jeux de société ou pour découvrir un jeu un peu plus complexe. Tu peux être un peu rassuré, tandis que sur Tabletop ou Tabletopia ou Tabletop Simulator, comme tu le dis très bien, bah, tu peux faire les erreurs parce que c'est une reproduction numérique de ce qui se passe en physique. Donc tu as vraiment ta main que tu dois prendre, déplacer l'objet. Donc si tu le mets au mauvais endroit, il n'y a personne qui va te dire c'est au mauvais endroit, sauf ton copain avec qui tu es en train de jouer. Ou si tu joues tout seul, bah, encore moins à toi de connaître la bonne règle. Donc il y a les deux mondes. Je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Mais c'est vrai que numériquement, je vais plutôt favoriser le jeu automatisé si je peux. Voilà. Mais du coup, oui, en fait, tu parlais aussi, par exemple, en deck building, on appuie sur un bouton. Enfin, moi, j'ai vraiment ça quand je vois la différence où je dois aller refaire mon deck de Star Realms. Alors que j'appuie, hop, c'est fait. Là, au plus mon deck devient gros, au plus ça prend du temps entre les coups. Le rythme change aussi pas mal. Et en fait, c'est ça qu'à un moment donné, c'est se dire, selon ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on va déléguer au dispositif informatique, qu'est-ce qu'on ne fera plus soi-même. Et donc, je pense qu'il y a toute une partie, justement, qui ne nécessite pas de compétences, qui est justement remélanger les mains, etc. C'est très intéressant. Par contre, on n'a plus de contrôle là-dessus. Donc, à un moment donné, il y a aussi une confiance par rapport au dispositif qui doit être fait, parce qu'au final, on ne sait pas comment les cartes sont mélangées. On n'a pas accès de nouveau. Là, en fait, on coupe un peu la transforme un petit peu en boîte noire. Le joueur, on l'a me dire que c'est mal ou bien ou quoi que ce soit, mais c'est se rendre compte en fait de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en fait au jeu quand on fait ça, quoi. Oui, puis même, tu donnes le bon exemple avec le deck building, c'est qu'aussi, tu parles de casser des dynamiques, ce qui fait qu'un jeu en version numérique ou en version physique, ça peut être totalement différent. L'exemple même du deck building où c'est prévu dans le jeu et c'est même dans la dynamique du jeu il y a un moment de pause où tu remélanges ton deck et puis tu recommences et tu repioches. Mais ça, c'est prévu dans les mécanismes et dans le game design.
Et en fait, il y a plus ce moment quand tu joues en ligne, tu cliques, hop, t'es déjà reparti. Et c'est toujours, c'est une course effrénée, enfin, ça accélère et ça enchaîne, donc c'est plus du tout le même jeu. Et moi, j'ai déjà découvert des joueurs qui venaient jouer en physique, ils étaient en mode, ah purée, mais en fait, le jeu, il se passe pas de la même manière. Ben non, parce que comme il y a tout un côté automatisant de plein de choses, là, c'est un exemple très léger de je remélange mon deck. Mais en fait, ça, c'est des choses qu'il faut faire attention quand tu crées ton jeu. C'est ces moments où tu casses un peu la dynamique, ou les mécaniques de jeu qui sont en train de redevenir un peu trop automatiques. Mais justement, tu essaies de créer des cassures qui parfois numériquement ne peuvent pas exister parce que ils sont là pour être automatisés et que c'est censé être utile pour ça. C'est des choses à faire attention quand tu commences à créer un jeu, de manière générale, hein, de toute façon. Et il y a aussi toutes les aides de jeu au sens large. Je reviens avec Star Realms. Donc désolé si des personnes ça leur dit rien, mais bon, c'est du deck building. À un moment donné, on achète des cartes. Ah, peut-être Kevin nous parle. Non, je disais, l'exemple est tellement parfait sur Star Realm, tu vois, enfin, enfin, moi je l'ai beaucoup expérimenté et je pense que c'est un piège dans lequel il faut pas tomber comme auteur, tu vois, par exemple, Star Realm en physique, il y a quand même la lourdeur du calcul mental. Alors, certes, dans les premiers tours, ça va relativement vite, mais quand tu commences à comboter, à faire des chaînages de couleurs et tout ça, pour attends, j'avais combien d'argent, ben, je vais recompter toutes les cartes que j'ai jouées, ainsi de suite. L'application te le fait automatiquement. Et après, il y a aussi un truc, moi je trouve, en physique, les joueurs ont beaucoup plus tendance à détruire les bases qui sont pas des avant-postes. Donc des bases, c'est des cartes qui restent devant nous. Il y en a certains qu'on est obligé d'exploser avant de frapper l'autre joueur. Et il y en a d'autres où c'est pas obligatoire. Et vu que l'appli, elles sont un peu cachées, on voit pas toutes les informations, il y a des fois où on se dit, bon, ben, j'ai 10 dégâts à faire, allez, je vais la faire dans la tronche de mon adversaire. Alors qu'en physique, ben, comme tu as l'intégralité de la carte, et c'est vrai que ces deux jeux, ben, parfois quand je fais des grosses sessions sur l'appli, quand je vais rejouer en physique, je vais me dire, oh, c'est mou du genou, c'est lent. Et pourtant, je le trouve beaucoup plus stratégique parce que forcément, quand tu as le temps aussi de te poser, et la question du rythme dont parlait Cléonis est super importante, quand tu prends le temps de te poser, de faire tes calculs et ainsi de suite, c'est aussi un temps de réflexion sur qu'est-ce que je vais acheter en priorité et tout ça. Alors que dans l'appli, il y a un peu un sentiment, un peu comme la frénésie de l'arcade sur le jeu vidéo. À un moment, tu te laisses entraîner par le truc, tu réfléchis peut-être un peu moins. Ah tiens, j'ai 8, ben ouais, il y a une carte à 8, bim, je vais acheter la carte à 8, alors que peut-être stratégiquement, c'était plus intéressant par rapport à ton deck d'acheter celle qui valait 5, quoi. Donc c'est pour ça l'exemple de Star Realm sur la dichotomie qui peut exister entre le jeu physique et le jeu numérique, moi je la trouve vraiment parfaite. Et mais pour revenir donc justement, tu parlais l'app prévient par exemple, dit combien il nous reste d'argent et cetera. Bah, alors j'ai quelque chose en tant qu'expérience utilisateur. En fait, j'avais initié quelqu'un que je connaissais à distance à Star Realms et on jouait sur l'app et on a quand même pas mal joué, quelques dizaines de parties et un jour, bah, voilà, Covid, on commence à pouvoir se voir un petit peu et donc on se propose une partie de Star Realms en live. Et au fur et à mesure du jeu, en fait, il me demandait de l'aide parce qu'il me dit: «Non, mais j'ai jamais joué». Donc dans son discours même, alors qu'on avait fait des dizaines de parties, qu'il en avait fait aussi lui-même avec l'IA et cetera, il voyait en fait ça comme un nouveau jeu. Donc je trouvais ça vraiment, parlant parce qu'il devait vraiment faire attention à plein d'autres choses. Il n'arrivait pas à déclencher parce qu'en fait, quand tu veux jeter une carte, que tu finis le tour, ils disent: «Attention, il reste, quelque chose à faire, vous êtes sûr que vous voulez pas le faire?» Tandis que quand tu as ramassé tes cartes, tu l'as mis dans ta défausse, c'est fini. Donc là, vraiment, en termes d'expérience utilisateur, je trouve que c'est très, très important. Il y a vraiment une différence et donc je pense que voilà, si on se lance là-dedans, je pense que ce serait bien, par exemple, comme Kevin disait, ouais, Star Realms, c'est vraiment parfait, sauf si vous aimez pas du tout le deck building. Mais ça, je pense que ça peut être très intéressant à prendre en main, les deux, pour vraiment comprendre et vivre soi-même ce que ça peut changer. Je pense que c'est assez important dans la culture ludique des auteurs et des autrices, du coup, de prendre un petit peu ça en main, quoi. Oui, prends le temps d'analyser parce que là, nous, c'est ce qu'on fait. On prend un exemple et on l'analyse avec vous qui êtes là dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions ou à parler d'autres analyses ou d'autres parallèles que vous avez peut-être vus, hein. Mais il y en a un milliard d'autres qu'on pourrait prendre, mais c'est bien d'en prendre un et justement de le décortiquer
Et moi, j'essaye de faire ça. Je prends des jeux en numérique et en physique. Là, j'ai fait Splendor dernièrement, qui est arrivé sur Board Game Arena. Lui, il est sur 3 endroits en plus. Il est sur Board Game Arena, il est en version application et il est en version physique. Donc, vous avez vraiment. Et alors là, va faire le parallèle entre les trois. Et là, tu peux commencer vraiment à dégager les points positifs, les points négatifs. Et c'est des points intéressants à pouvoir garder quand après, toi, tu retournes sur ton jeu, tu dis, OK, je développe ça. Est-ce que numériquement, ça fonctionnerait? Est-ce que ça va changer le dynamisme du jeu, le rythme? Est-ce que tout ça est possible d'avancer? C'est hyper intéressant de faire des moments de recul et des moments de discussion comme on fait là, hein. Et il y a, comme vous parliez, des groupes d'auteurs qui se réunissent ou quoi, même si c'est en visioconférence comme on peut faire là, ça peut très facilement s'organiser. Et moi, je trouve que c'est toujours des chouettes moments. J'ai pas mal d'échanges avec beaucoup d'auteurs ces derniers temps. Et c'est toujours des super chouettes moments où on parle d'expérience, on parle de jeux, de game design, de la vie de tous les jours aussi parfois. Et surtout, on arrive à dégager des choses. Et après, quand tu retournes dans ton jeu, tu es en mode ah oui, mais ça, on en a parlé, ce sujet-là, je sais qu'on l'a déjà abordé avec un tel, et il m'a dit de faire attention à ça. Et du coup, tu évolues. Et moi, je le vois très bien, ça fait 4 ans vraiment que je suis à fond dans la création de jeux. J'ai évolué comme pas possible en 4 ans, mais c'est vraiment un truc de fou. Et c'est pas tout seul, c'est clairement pas tout seul, c'est grâce au support. Franchement, le site, tu l'as montré tantôt, mais je l'ai remontré dans une précédente vidéo que j'ai tournée. En fait, j'ai tourné une vidéo en disant qu'est-ce qui est important d'aller voir. Et au final, je me suis rendu compte que la plupart, mais je t'avais demandé de l'aide d'ailleurs, j'avais demandé de l'aide à plusieurs personnes et tu m'avais renvoyé vers le site et j'avais fait, mais oui, en fait, sur le site, dans l'onglet ressources, t'as vraiment genre, mais tellement tout. Et c'est pas vrai, et en même temps c'est vrai, t'as tellement d'infos sur ce truc ressources, ça m'a tellement été utile, je peux vraiment partager juste en tant qu'auteur, ça m'a été utile, mais à un niveau stratosphérique, de apprendre plein de choses si t'es curieux et que t'as vraiment envie de t'investir dedans, parce que je fais ça par passion évidemment de base, mais c'est quand même bien d'arriver à essayer de te faire éditer, ou en tout cas d'arriver à une certaine concrétisation, et pour y arriver, il va falloir t'investir à un moment ou à un autre, hein, y a rien à faire. Tout travail, voilà, c'est un travail au final aussi, parfois on a tendance à l'oublier. Oui, ça, clairement. Moi, je voulais juste faire un petit aparté parce que je vois que quelques personnes nous ont rejoints sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à poser des questions parce que là, on est un peu parti sur le transmédia, les implications, etc. Mais donc, on est aussi là pour répondre à vos questions plus générales. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou à nous rejoindre sur Discord. À tout moment, on sera attentif. Oui, oui. Donc, il ne faut pas hésiter. L'idée, c'est pas d'être dans la spécialisation, c'est d'être là pour vous aussi, hein. Et je voulais dire aussi, la rubrique ressources de la SAGE, c'est les auteurs adhérents et adhérentes qui l'alimentent. Donc, même si vous, en tant que joueur passionné, même pas forcément auteur, vous dites, ben, tiens, il n'y a pas ce site-là qui est pourtant super utile dans l'onglet ressources de la SAGE, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, la société des auteurs de jeux @gmail.com, pour nous dire ben, ce lien il peut servir aux auteurs et on sera évidemment ravis de pouvoir compléter cet onglet ressources avec les ressources que vous avez de votre côté aussi. Et moi, je vais en profiter pour vous dire bisous, parce que je vais aller retourner dans la protozone, jouer avec quelqu'un qui est dispo, et je lui ai promis de faire une partie avec lui. Donc, je vous dis au revoir, merci pour l'accueil, et les autres qui regardent là ça en live, venez parler, venez dire bonjour, et je vous suis quand même, mais dans le live, donc du coup, je serai plus là. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Donc, comme on vous a dit, voilà, là, on a un petit peu brossé. Oui, c'était assez intéressant d'analyser un jeu. Mais donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont envie d'intervenir, parce que donc nous, l'idée, c'est vraiment d'être dans un échange, une co-construction de cette réunion. Là, on est là depuis 1 heure, un peu moins d'1 heure, je pense, en live. L'idée, voilà, c'est d'être un peu à votre service. Donc, comme vous avez peut-être pu le comprendre, la SAGE, c'est un peu une sorte de méta-collectif qui va en fait permettre de mutualiser un maximum de choses pour nourrir la communauté des auteurs et des autrices de jeux. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints après, les collectifs, donc nous, on a un collectif actuellement en Belgique
en francophonie, c'est le CLET, donc sur Bruxelles, les auteurs et autrices bruxelloises. Donc n'hésitez pas, le collectif est ouvert. On est en train de voir pour remettre sur pied des réunions en présentiel. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir partager ses connaissances, mais pas que. Il y a aussi partager son réseau, partager des ficelles, enfin voilà, un petit peu tout. Donc là, c'est vraiment l'esprit ici d'entraide et d'avancer ensemble, en fait, pour la reconnaissance des auteurs, des autrices et du jeu de société. Et juste partager des bons moments ensemble. Enfin, Ouais. je pense que c'est le cas dans tous les collectifs, mais nous, au sein de la Gage, on a des gens qui viennent à tous les. Nous, on appelle ça des proto-clubs, donc on se réunit pour tester les protos des uns des autres. Et on a des gens qui viennent, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils n'ont pas créé un jeu, qu'ils n'ont pas touché un proto, mais ils sont ravis de continuer à venir, boire une bière, tester les protos des autres et tout ça. Et voilà, enfin, ça part aussi de là, hein, j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas auteur de jeu, autrice de jeu, mais que ça vous intéresse de découvrir les coulisses, de pouvoir tester les protos et donner des avis constructifs, tout le monde est vraiment bienvenu. Et il n'y a pas besoin de tomber dans le syndrome de l'imposteur et tout ça. Si vous avez envie d'être en contact régulier avec des auteurs et des autrices, tester leurs protos, pour ensuite mettre le pied à l'étrier parce que vous avez un petit bout d'idée dans un carnet depuis très longtemps, ben, n'hésitez pas, hein, tout le monde est le bienvenu. Oui, c'est ça, il y a pas, donc on parlait, par exemple, la Société des auteurs de jeux, il y a une adhésion pour soutenir notre action. Dans les collectifs, moi, je n'ai pas connaissance d'endroits où il y a des adhésions payantes ou quoi que ce soit. Généralement, c'est relativement ouvert, mais je ne peux pas jurer que c'est comme ça dans tous les collectifs non plus. Et donc, oui, l'idée, c'est de nouveau ce partage, cette ouverture, etc. Donc, si vous êtes même un tout petit peu intéressé par le game design, mais ça peut être du game design donc loisir, mais aussi éventuellement du game design un peu pédagogique, etc. Venir un peu faire des tests, prendre des avis, donner le vôtre, etc. Effectivement, vous êtes bienvenus. Donc là, n'hésitez pas à prendre contact avec un collectif ou aussi à créer votre propre collectif si avec quelques connaissances dans votre région, vous voulez vous réunir, etc. Alors à ce moment-là, vous nous contactez, on met le nom du collectif, donc il peut être tout à fait informel, hein, il ne faut pas que ce soit une association, rien du tout, juste informellement, quand vous vous réunissez, etc. Et donc éventuellement, ça peut aider à ce que des membres vous rejoignent, par exemple. Et j'allais dire aussi 2 choses, c'est que la grande majorité des adhérents de la SAGE ne sont pas tous édités. On n'est pas obligé d'être édité pour être membre de la SAGE. Et deuxième élément, si vous ne connaissez pas les auteurs autour de vous, il y a une carte des adhérents et des adhérentes aussi qui sont sur le site de la SAGE avec leurs adresses mail. Et donc, si vous voulez créer un collectif autour de vous, vous pouvez aussi contacter les autres auteurs à proximité grâce au site de la SAGE. Tout à fait. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre dessus aussi, si vous n'y êtes pas encore. On n'a pas encore tellement de monde qui est indiqué en Belgique, hein, donc c'est vraiment les personnes qui adhèrent. Et vous pouvez aussi, par contre, tout à fait refuser d'apparaître sur la carte si vous ne le souhaitez pas. Mais donc voilà, c'est vraiment l'idée, comme je disais, c'est de mutualiser et en fait de profiter du réseau, de ne pas être seul dans son coin et d'avancer plus vite ensemble, quoi. On a vraiment des auteurs qui sont maintenant, on va dire, relativement célèbres, voilà, qui éditent pas mal de jeux, et cetera, qui vont travailler vraiment en collectif. Dans leurs interviews, ils vont dire qu'ils reconnaissent vraiment la puissance de ce collectif. Il y a une émulation aussi. On peut avoir des rendez-vous relativement récurrents et donc on se dit allez, on va prendre le temps de développer un petit peu, de retravailler quelque chose pour le collectif suivant. Donc ça peut être vraiment une source d'émulation forte, je pense. D'autres personnes, il y a aussi moyen, pourquoi pas dans ces collectifs, d'acquérir des machines ou des outils un peu plus coûteuses
mais en les mettant, enfin en mettant son argent ensemble, pourquoi pas une découpeuse vinyle ou des choses comme ça. Et donc ça permet aussi d'aller un peu plus loin, quoi, et de profiter en fait de l'expérience des autres, des ressources des autres, et d'être vraiment dans l'échange, quoi. Donc ça, je pense que le jeu de société, ça reste, alors que le milieu, je pense que Kevin, tu l'as sans doute vécu assez fort, s'étend pas mal, mais au final, l'esprit de convivialité, je pense, est toujours bien présent. Ouais, tout à fait. Alors certes, là, le milieu économiquement, là, c'est vraiment, d'un point de vue business, c'est énormément développé, hein. Enfin, on va pas refaire toute l'histoire des rachats d'Asmodée, Hachette, qui rachète Gigamic, BlackRock, tout ça. Mais en tout cas, à tous les niveaux, que ce soit en festival, dans les collectifs d'auteurs et tout ça, il y a toujours voilà, une bonne humeur, une bonne ambiance. On est là pour avancer ensemble, pour se donner des conseils. Après, il y a aussi un élément qu'on n'a pas forcément abordé, mais les collectifs, c'est souvent aussi des nids à co-autorat, parce que parfois, on ne se sent pas capable de terminer un jeu tout seul. Ben, il y a beaucoup de gens qui créent en co-autorat. Moi, j'en suis l'exemple parfait, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore signé de jeu en solo. Tous les jeux que j'ai signés, c'était avec des co-auteurs, un, deux ou trois. Et ça, les collectifs, ça permet aussi ça, quoi. Enfin, j'ai un bout de mécanique, je sais pas quoi en faire. Ben, il y a peut-être quelqu'un qui va rebondir dessus en disant, ben, en fait, moi, j'ai le truc qui complète parfaitement. Et parfois, c'est comme des pièces de puzzle, ça s'imbrique bien et ça fait un chouette jeu au final, quoi. Oui, tout à fait, je pense que là, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, enfin, je ne sais plus exactement, j'ai pas l'historique en tête, mais on a quand même quelques collectifs, qui ont plus de 5-6 ans, et on commence à avoir un recul, par rapport à cette pratique, collective, qui montre beaucoup d'intérêt, au final, quoi. Ah ouais, et par exemple, enfin, pour parler des collectifs les plus développés et les plus anciens, par exemple la CAL, le collectif des auteurs lyonnais, ben, tous les ans, ils éditent le catalogue. Donc, c'est le catalogue de tous les jeux lyonnais donc, qui ont été créés, édités ou illustrés par des auteurs et des artistes lyonnais. Il l'imprime, je connais plus le nombre d'exemplaires, mais un nombre d'exemplaires assez conséquent. Et en fait, c'est présent dans toutes les boutiques lyonnaises. Donc, ça permet aussi d'identifier les créations locales. Le Malte à Toulouse est également très présent pour la reconnaissance des auteurs toulousains sur les boutiques locales. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui, à mon avis, va se généraliser en fait par la suite. Oui, en plus, je pense ça me rappelle tout à l'heure, en fait, quand, Cléonis, parlait, par exemple: «Ah, j'ai envie de m'investir dans du web design», et cetera. Bah, là, le catalogue, ça peut aussi être, ben, voilà, de la mise en page, comment est-ce qu'on va communiquer, et cetera. Tout ça, fatalement, ça permet, de développer, des outils de communication qu'on n'aurait jamais pu, développer, tout seul. Ça permet de rencontrer à ce niveau-là, je trouve aussi, des gens, ne fût-ce que, si on veut aller en festival pour, partager, enfin faire du covoiturage, pour partager, un appartement, et cetera. Donc je pense que, c'est vraiment, vraiment, je vais pas dire nécessaire, je pense qu'il y a plein d'auteurs qui ne sont pas dans des collectifs et qui y arrivent, mais c'est, je pense un sérieux, coup de pouce, à vraiment, prendre en compte, et voilà, c'est ça qu'on aussi on essaye aussi de valoriser ça, au conseil d'administration, de la Société des auteurs de jeux. On a plusieurs auteurs qui ne sont pas, dans des collectifs, mais on essaye, d'avoir au minimum une personne, par collectif, justement pour maintenir, le lien avec, au final, cette structure qui, se fait de façon informelle, mais qu'on voit qui, est vraiment en fait, efficace, tant au niveau de la création de jeux, que, de la mise en branle du collectif. Voilà quoi, c'est vraiment important. Heu, c'est je pense que ça fonctionne, vraiment bien et depuis, plusieurs années, on voit vraiment les collectifs, fleurir, je pense, de plus en plus. Un peu, Ouais, bah, là, totalement sur le territoire français, donc là, petit appel du pied aux Belges, hein, n'hésitez pas, mais voilà.
Non, non, et c'est vrai que pour l'instant, ça fonctionne très bien parce qu'après, les membres du conseil d'administration de la SAGE qui sont dans les collectifs, après, ben, relaient les informations de la SAGE au sein des collectifs parce que, par exemple, nous, au sein du GAGE, on n'est pas très, très nombreux à avoir adhéré à la SAGE par rapport aux gens qui gravitent autour du collectif. Donc, mais ça permet aussi de diffuser cette information-là et c'est quelque chose qui est important. Et après, même inversement, ça permet aussi de faire remonter des informations qui émanent des collectifs à la SAGE. Alors, il n'y a pas forcément de problématiques locales, hein, mais ça peut être, tiens, un festival qui se crée et qui lance un concours de prototypes. Ben, les gens du collectif vont le faire remonter. Ça va permettre de l'ajouter au site de la SAGE pour dire, ben voilà, il y a un nouveau concours de prototypes qui se rajoute cette année, etc. Quoi. Là, je vois qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, peut-être qu'on pourrait conclure sur quoi on est en train de travailler, ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mois. Voilà, ça dépend parce qu'il faut bien se dire aussi que contrairement à d'autres structures, tous les administrateurs et administratrices de la SAGE ne sont pas rémunérés du tout, donc que d'autres, suivant les disponibilités de chacun et de chacune. Donc comme je disais au départ, on a fait le code de respect, et donc l'idée c'est d'aller, plus loin. Donc on va bientôt avoir, dans une semaine je pense quelque chose, enfin on va bientôt l'annoncer, une séance, où je vous présenterai, une conférence, mais plutôt un atelier de discussion autour du jeu de société, en tant que média. Donc, pour ceux qui étaient peut-être là, j'ai donné un aperçu, vendredi, ici au Brussels Game Festival en ligne. Par contre, c'était plutôt, voilà, moi qui parlais. Là, l'idée, c'est vraiment de participer, de poser des questions, de donner son avis, de comprendre, les enjeux, et cetera, d'un point de vue vraiment Otarial. Donc ça, c'est ce qui arrive d'ici environ une semaine. On a dans les cartons, mais de nouveau, ça, on va voir quand est-ce que ça peut être fait ou pas, une exposition pour mettre les auteurs et les autrices en avant. Il me semble que c'était dans les bars à jeux, mais éventuellement d'autres lieux ludiques Ouais, aussi. Donc ça, on va essayer de travailler dessus. Mais c'est voilà, ça, on va voir. dans les barrageux, les ludothèques, les festivals, enfin, tous les endroits qui sont prêts à nous accueillir. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai pas encore créé l'événement pour ta conférence vie, mais je le ferai dans la soirée, comme ça, ben, les gens qui suivent le live et qui ont envie de retrouver cette discussion dans une semaine, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Ouais, vendredi environ. prochain. Ouais, environ une semaine, non, c'est le 7. Ben, rejoignez la page Facebook de la SAGE et comme ça, vous aurez l'événement et vous pourrez nous rejoindre. Ça sera diffusé sur les réseaux sociaux de la SAGE et certainement sur Twitch aussi. Enfin, voilà, on va voir. Enfin, on va le diffuser un peu partout pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Du coup, on est toujours, il y a des dossiers aussi qui sont très gros, qui sont, la reconnaissance du statut de l'auteur de jeu, donc là plutôt au niveau, français comme je le disais, au début. L'idée, parce que là pour le moment je suis toute seule, donc c'est un petit peu compliqué, c'est de voir un peu ce qui se passe au niveau français et puis essayer alors de l'attirer au niveau, belge. Heu, mais donc là, ça c'est un gros dossier qui on est occupé depuis longtemps, en négociation avec plusieurs associations professionnelles, et cetera. Donc Et, ça et continue ça, d'avancer. ouais, et sans rentrer dans les détails, enfin, parce que voilà, il y a des choses très très techniques, mais là, à la prochaine nomenclature de l'URSSAF, donc l'URSSAF, c'est l'organisme qui gère la collecte des impôts pour les salariés, tout ça. Dans la prochaine nomenclature de l'URSSAF, le métier auteur de jeux de société sera intégré. Donc, avant, un auteur de jeux de société devait se mettre comme auteur œuvres diverses. Et là, il y aura marqué noir sur blanc, auteur de jeux de société, virgule, jeu de rôle, virgule, je sais plus trop quoi. Mais ça, mine de rien, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est une avancée énorme parce que ça intègre dans un document juridique officiel que auteur de jeux de société, c'est un métier. Et
Et derrière, ça va nous permettre de changer pas mal de choses dans nos discussions, notamment avec des députés, ainsi de suite, pour essayer de faire valoir le jeu de société comme un objet culturel. Mais après, c'est vraiment un dossier de longue haleine. Ça fait des mois et des mois, voire même des années qu'on est dessus. Ça avance lentement et je pense que ça peut être intéressant que ça avance en France et je sais en Allemagne, la SAS, notre équivalent allemand, avance aussi et ça permettra à d'autres pays comme la Belgique et l'Italie d'avancer peut-être plus rapidement grâce aux institutions européennes en disant dans les autres pays d'Europe, c'est déjà reconnu, faut qu'on suive le mouvement. Mais donc voilà, on a effectivement des choses sur le feu qui ne se voient pas toujours. Mais donc on essaye de faire part de nos avancées qui sont relativement significatives quand même dans la newsletter. Donc à ce moment-là, là, c'est là que vous pouvez un peu suivre. Et aussi, on fait une assemblée générale une fois par an, normalement à Cannes. La dernière fois, ça n'a pas pu avoir lieu, on l'a fait en ligne. Et donc là où aussi on remet à plat, il y a parfois on prend la température des adhérents, etc. Donc là, c'est pour vous parler un peu du fonctionnement et donc ce qui est prévu. J'espère qu'on pourra la refaire cette année-ci, enfin en 2022. Voilà, je pense, je ne sais pas Kevin si tu vois autre chose, parce que je pense que Il y a nous on a juste un peu... encore, Oui. ouais, à la fin du mois, il y a le Festival de Vichy. Mhm. Où c'est alors, le Festival de Vichy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival à la fois public, mais il y a aussi une zone professionnelle où des éditeurs présentent leurs nouveautés, principalement aux boutiques, aux ludothèques, aux bars à jeux. Et cette année, vu que ça fait très longtemps que les auteurs n'ont pas pu rencontrer les éditeurs, pour la première année, les auteurs de jeux auront accès à cette zone professionnelle pour pouvoir rencontrer les éditeurs de jeux, leur présenter leurs prototypes. Et ça, du coup, c'est une vraie avancée. Et c'est la SAGE qui a centralisé les inscriptions. Donc cette année, il y a 30 auteurs et autrices qui participeront au Festival de Vichy comme professionnel et on espère que ça va se pérenniser dans le temps. Et on l'a pas encore annoncé parce que c'est pas trop quand on va le faire, mais on va certainement faire une petite réunion informelle, certainement sur une terrasse de café avec quelques pintes de bière pour pouvoir discuter entre adhérents de la SAGE, mais on l'annoncera aussi sur nos différents réseaux sociaux dès qu'on aura trouvé le créneau idéal. Et ah oui, je voulais ajouter quelque chose parce qu'on parlait des gros dossiers. Il y a aussi les gros dossiers, mais qui sont en fait du travail de fourmi. C'est-à-dire que on essaye de rester vigilant dans les communications des autres acteurs du monde du jeu, les éditeurs, les boutiques, etc., les médias ludiques, pour toujours citer les auteurs et autrices des jeux de société, parce qu'on estime que ça doit être fait au même titre que ceux du livre, par exemple. Donc ça, c'est un petit travail de fourmi. Donc hésitez pas à nous aider avec ça, soit en disant vous-même sous un post Facebook, tiens, comment ça se fait qu'il n'y a pas l'auteur du jeu, ou à nous taguer ou quelque chose comme ça, parce que donc l'idée c'est d'avancer aussi là-dessus et qu'il n'y ait plus ou le moins possible du tout de mention de jeux sans les principaux acteurs, c'est-à-dire les auteurs de jeux qui sont donc à l'origine des jeux de société, quoi. Donc, je pense, si Kevin, tu ne vois pas d'autres, il n'y a pas de dernières questions. Donc, je pense qu'on peut clôturer ici. Ça a été remis, la page Facebook de la SAGE, le site dans le chat, etc. Donc, si une question vous vient, si vous voulez adhérer, etc., vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez nous contacter, un mail, un message. On essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Et donc, je pense qu'on peut vous souhaiter une toute bonne fin de festival. Bon courage à l'équipe pour le démontage. Voilà, je pense que c'est tout. C'est ça, et on espère se voir au parc du 150aire en vrai l'an prochain et faire la prochaine réunion de la SAGE au BGF en vrai avec vous. Tout à fait. Eh bien, en attendant, à bientôt et bonne soirée.